En France, aujourd'hui, on a 35 millions de logements pour 67 millions d'habitants. Il faut savoir qu'il y a 30 ans, on avait 25 millions de logements pour 57 millions d'habitants. En gros, le rapport il est très simple. En 30 ans, on a gagné 10 millions d'habitants en France et on a gagné 10 millions de logements. Ça pose énormément de questions puisque ces logements, vous vous doutez bien, ils ne se sont pas tous construits en cœur de bourg et on a connu une vraie métamorphose de notre tissu urbain. Notre rôle en tant que CAUE, c'est de poser des questions, de poser les bonnes questions si possible, auprès des collectivités comme auprès des particuliers. Et la bonne question, c'est pas toujours comment faire mieux, différemment ailleurs, c'est aussi parfois tout simplement de savoir faire mieux dans le déjà là, dans l'existant. Pourquoi ? Parce que l'existant, il raconte une histoire. On l'a vu au travers des 2 précédents rendez-vous du CAUE consacrés aux maisons anciennes. Ça raconte l'histoire intime, ça raconte l'histoire d'une famille, évidemment, tous ceux qui ont vécu dans cette bâtisse au fur et à mesure des générations. Mais ça raconte aussi l'histoire d'un bourg, d'un centre-ville, l'histoire d'une expansion urbaine, l'histoire des caractéristiques sociales, politiques, économiques, écologiques d'un lieu. Et puis ça raconte tout simplement l'histoire avec un grand H, c'est l'évolution de notre cadre de vie à tous, au quotidien, à nos ancêtres et à nos enfants, petits-enfants et advienne que pourra. Et ce qui se passe, je vais être un petit peu caricatural sur ce que je vais dire là, mais en gros, depuis les années 60, on a connu, c'est l'exode rural. On quitte nos bâtisses de campagne pour se rapprocher des centres-bourgs ou des villes. Et puis dans les années 80, c'est les difficultés du foncier, l'évolution du foncier qu'on connaît grandissant. Et là, on va plutôt chercher à se rapprocher de la ville, mais plus forcément y entrer dans son cœur le plus profond. On va venir en périphérie, tout simplement parce que nos centres-bourgs sont déjà denses, sont déjà riches, sont déjà chers. Et donc, on va plutôt privilégier ces constructions périphériques qu'on connaît tous. C'est le fameux paysage qu'on côtoie au quotidien, parce qu'on veut plus grand, parce qu'on veut plus adapté à un rythme de vie, parce qu'on veut cultiver ses carottes, ses poireaux au fond du jardin et que beaucoup considèrent qu'on ne peut pas le faire en ville, ce qui n'est pas toujours vrai. Et puis, on a des évolutions du mode de vie, évidemment. Nos couples ne sont plus les mêmes que ceux d'il y a 30 ans, nos familles évoluent différemment. Nos modes de vie, tout simplement, évoluent différemment. On travaille à la maison maintenant, beaucoup. On souhaite recevoir, on souhaite plus de pièces, peut-être, que ce qui était voulu à l'époque. Alors, on recommence à penser différemment la maison. On revient finalement au précepte de ces maisons qui se construisaient petit à petit et qui venaient s'agrémenter de multiples plugs, de multiples éléments qui venaient la composer et l'enrichir. Et puis, cette prise de conscience, elle est liée aussi à autre chose. Un petit chiffre comme ça, toutes les secondes, en France, il y a 25 mètres carrés de terres agricoles qui disparaissent. Vous imaginez ce qui a déjà disparu depuis que j'ai pris la parole, alors que j'avais dit que je ne prenais pas beaucoup de temps. Concrètement, c'est énorme. Et ça, la population, l'ensemble des collectivités, des puissances publiques comme des citoyens, commencent à l'intégrer et à se rendre compte que faire avec ce qu'il y a déjà, c'est peut-être la solution. Aujourd'hui, ces nouvelles réflexions, elles transpirent dans l'architecture, évidemment, et on voit apparaître ces fameuses extensions, ces fameuses surélévations de l'habitat existant. Nous, en tant que conseil aux particuliers au CAUE, on le voit, c'est 1/3 de nos rencontres, de nos conseils. Ce sont ces gens qui viennent avant tout pour améliorer leur habitat. Alors par améliorer, je parle d'extension évidemment, agrandir, de surélever, c'est-à-dire monter plus haut, et puis restructurer. Parce que bon nombre de rendez-vous qu'on reçoit, ce sont des gens qui viennent avant tout pour une petite extension de 10-15 mètres carrés et qui repartent avec une simple restructuration, qui n'est peut-être pas si simple d'ailleurs, mais de leur habitat. Puisque l'espace, l'intelligence de l'espace, c'est pas forcément plus d'espace, c'est mieux l'espace. Et ça, c'est important que tout le monde le prenne en considération. Ces extensions, ces réhabilitations, ces restructurations, elles posent des questions qui nous sont chères au CAUE. C'est comment intervenir sur cette architecture domestique, cette architecture du quotidien que vous côtoyez tous. Je pense qu'on ne passe pas une journée sans fréquenter de près ou de loin un habitat individuel, que ce soit le nôtre ou celui qui compose le paysage. Et comment on intervient sur cet existant tout en respectant le déjà là, tout en le comprenant, parce que pour le respecter, il faut le comprendre, et il y a comme ça qu'on arrivera à le magnifier par une intervention architecturale. Comment on fait dialoguer cet existant et ce quotidien ? Petite note aussi, en France, sur le nombre de constructions neuves et de réhabilitations qu'il y a chaque année, il y en a 5% qui sont pensées
qui sont imaginées, qui sont réfléchies par des architectes. 5% par des architectes, ça veut dire 95% par d'autres personnes. Et imaginez bien que ces autres personnes, elles sont en train de créer le cadre de vie de demain, le cadre de vie qu'on va laisser à nos gamins. Donc, c'est une réflexion évidemment à prendre en compte, mais la banalité et le stéréotype ne nous font pas peur, ce n'est pas une fatalité, et les 3 agences qui sont là ce soir vont justement nous montrer à quel point on peut réfléchir l'espace et respecter l'existant. La règle va être simple, chaque agence aura 20 minutes d'intervention pour présenter 1 ou 2 projets. Vous aurez un temps d'échange avec eux à la fin de leur passage, à la fin du passage des 3 agences. Et on les remercie déjà d'être présents ce soir et de nous avoir accordé un peu de temps pour venir vous présenter leur projet. On va commencer par la première agence, donc c'est l'agence Tact Architecture. Je vais vous inviter à monter sur scène. Je vais en profiter pour vous présenter rapidement. Donc on a Mathieu Germont et Maël Tessier qui sont présents ce soir. L'agence Tact, elle existe depuis 2012. Mathieu Germont et Maël Tessier, ce sont déjà des vieux de la vieille puisqu'ils étaient lauréats de la sélection JAPL 2011, si je ne dis pas de bêtises, avec le collectif De Facto. Et vous intervenez sur différents projets, notamment de la maison individuelle, beaucoup la maison individuelle d'ailleurs, pas mal de projets aussi de logements collectifs ou de groupements de logements. Je cite évidemment le projet de Mauves-sur-Loire, le projet de la résidence du Verger, qui avait valu le prix d'architecture au dernier prix aperçu, donc le prix départemental d'architecture, d'urbanisme et d'aménagement de Loire-Atlantique, et qui était finaliste de l'écart d'argent, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça va, c'est déjà pas mal. Et puis vous testez, vous expérimentez pas mal. Je cite évidemment le projet Paysage glissé, donc qui est le fameux toboggan que tout le monde connaît maintenant sur le château des Ducs de Bretagne à Nantes. Ils vont nous présenter ce soir la Maison T, livrée en 2016, un projet de réhabilitation, extension d'une maison en cœur de ville. Je ne prends pas plus de temps, je vous souhaite une bonne soirée. Peut-être avant de commencer par cette maison T, on va commencer par se présenter très brièvement, parce que je sais bien que tout est timé. Présenter une équipe, en fait, pour nous, alors on est 2, voilà, on est venu à 2, mais en fait, en réalité, c'est au moins 8 personnes qui travaillent à l'agence. Et ça, c'est important pour nous de le dire, parce qu'en fait, les projets, on les construit collectivement. C'est pas la figure d'un architecte, mais bien un travail d'équipe. Donc une agence qui est nantaise, et tout près d'ici, sur l'île de Nantes. Voilà. On a voulu aussi commencer, non pas revenir évidemment sur les projets, mais ça a à voir finalement avec notre attitude sur cette maison en faubourg nantais. La question contextuelle, la question de la rénovation, réhabilitation, donc évidemment elle est majeure sur les maisons individuelles, mais finalement elle nous interpelle nous à chaque fois, qu'on soit dans du projet de moindre échelle, enfin d'échelle un peu plus conséquente, comme le projet donc alors je vais essayer le pointeur, de Mauves-sur-Loire, là qui est un projet de 6 logements, mais finalement c'est quelque chose qui nous interpelle quand on intervient sur... alors on a eu cette chance d'intervenir de manière ponctuelle et éphémère sur le château des Ducs. À chaque fois, finalement, la grande échelle et la petite échelle, c'est se dire qu'est-ce que c'est que ce patrimoine, comment on peut faire contemporain avec un patrimoine sans nécessairement, évidemment, le dénaturer. Donc ça, ce sont les projets livrés de l'agence. En effet, on a commencé en 2012 par beaucoup de projets de maisons individuelles ou de rénovation d'appartements, dans lesquels se pose aussi cette question-là, hein, de l'existant, de son respect et en même temps de sa contemporanéité. Et puis aujourd'hui, donc c'est les projets à venir. Et les projets à venir, des fois, bien sûr qu'on a des bâtiments existants et on vient donc les étendre, une extension de collège, travailler dans la caserne Mélinette, ça c'est un projet de logement qu'on a en ce moment. C'est pas venir s'accrocher à l'existant, mais c'est venir quand même dans un tissu de faubourg, dans une caserne qui a une histoire. Donc en fait, cette épaisseur finalement des lieux, de ce qu'ils racontent, c'est quelque chose qui est vraiment central dans notre attitude projectuelle. Mais je ne resterai pas beaucoup plus longtemps sur les autres projets. Et peut-être juste pour vous dire comment on a envisagé cette présentation. Alors on passera sûrement un peu vite sur quelques documents graphiques qui sont nos documents graphiques de travail, mais c'est important pour nous de vous montrer un peu les entrailles d'un projet, qu'un projet de rénovation. Donc on voit souvent à la fin les dernières photos, donc qui sont plutôt, enfin j'espère qu'ils vous plairont en tout cas. Mais en fait vous montrer aussi la démarche de projet. C'est un temps assez long, un projet architectural. C'est évidemment une connivence avec nos maîtres d'ouvrage, mais aussi avec nos entreprises. Donc voilà, c'est le déroulé qu'on vous propose.
Bonsoir à tous. Oui, pour du coup introduire le projet, donc c'est une maison familiale dans un quartier de Faubourg de Nantes, près de Zola pour être plus précis. Une famille de 4 enfants. Donc cette commande en fait est venue là aussi par jeu plutôt de rencontre, mais elle prenait déjà place d'une histoire antérieure, c'est-à-dire que quand les gens sont venus nous voir, il y avait déjà eu un permis de construire déposé avec un échec, un non-aboutissement de ce permis de construire. Et le préalable à ça, c'est qu'il y avait la demande avait été de raser l'existant. Donc pour nous, c'est aussi important de retracer ce contexte-là, parce qu'il a été évidemment, mais elle vous l'a précisé, c'est que ce regard sur l'existant, ce temps passé à observer avant d'intervenir, pour nous, il est essentiel dans notre pratique. Et donc en effet, quand des personnes viennent à nous pour nous interroger sur un projet futur, on commence toujours par reposer les questions, peut-être, revoir quelle est la demande initiale et dans quel contexte on intervient. Et il se trouve qu'ici, plus particulièrement, voilà, il y avait cette bâtisse que vous voyez là, qui était une maison de faubourg dans la pente, hein, donc assez singulière. Et elle se retrouvait également, on a vu un plan tout à l'heure, à l'articulation entre une rue et une venelle. Donc une situation un peu d'angle, bien particulière. Et il nous a paru intéressant au préalable, et quand on les a reçus, justement, de re-questionner avec eux cette première démarche qui avait été justement de faire table rase de cette construction existante. Et peut-être pour rebondir, la visite avec eux, avec donc les propriétaires et nos maîtres d'ouvrage, la première visite qu'on a fait des lieux avec eux, ça a été plutôt de se dire mais que va-t-on faire de ce bâtiment vétuste, et ils étaient toujours dans la logique de le supprimer. Cette logique de suppression, c'est pas juste de pas faire attention au patrimoine, c'est juste qu'ils se sont dit en fait on va dans une surcomplexité, et comment voilà, il vaut mieux partir on appelle ça dans notre jargon la tabula rasa. Et pour nous, il était évident en visitant avec Mathieu cette maison que oui, certes, il y avait des bâtisses, encore que sur les arrières, qui étaient sûrement, de toute manière, au niveau structurel, étaient compliquées à garder, mais qu'en aucun cas, cette bâtisse, finalement, qui a été réécrite plusieurs fois, qui n'a pas non plus une facture, qui n'est pas un patrimoine extrêmement noble en réalité, mais en tout cas construite de manière hyper intelligente, avec des murs qui sont très bien maçonnés et mis en œuvre. Et donc il était tout à fait évident pour nous qu'on ne pouvait pas passer par la destruction. Et du coup, déjà là, c'est aussi commencer à hiérarchiser, sélectionner les choses qui paraissent porteuses de sens pour le projet futur. Donc ça passe notamment toujours par un relevé assez précis, c'est-à-dire y compris dans le cadre de, je ne sais pas si on aura le temps d'expliciter, mais dans le cadre d'une mission d'architecte, on a plusieurs temps, et on démarre en général toujours avec une mission préalable d'esquisse, qui est aussi un premier temps de rencontre, un premier temps de construction avec les personnes qui nous commandent le projet, pour entretenir et mettre en place une relation de confiance qui me semble juste essentielle pour emmener à bout un projet, qui est toujours une expérience de vie assez singulière pour les gens qui viennent sur ce temps de construction. Et donc là, ce temps de relevé, on peut le voir sur ce plan-là. C'est le plan du bâtiment existant, de la maison existante. Et au stade du relevé, on ne fait pas de présélection. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un choix de tout relever, et on hiérarchise une fois qu'on a relevé les choses. Et pour nous, ce temps de relevé, c'est aussi le démarrage du projet. On le voit toujours comme ça. C'est-à-dire que c'est un démarrage soit d'opportunités, de lecture, de découverte aussi de choses. Là, pour rentrer plus dans le vif du sujet, on a vu quelques photos, on voit l'angle, vous voyez, ça c'est la rue et la venelle. Donc là, on a la maison d'angle, la bâtisse principale, donc avec des murs assez épais, un mur de masse, appareillé pour les encadrements de fenêtres, mais sinon, c'est des murs qui faisaient jusqu'à 70-80 cm d'épaisseur. Et puis, on avait des constructions plus modestes, qui, du coup, à la lecture et de le relevé et des sondages qu'on a pu faire, ne portait que peu d'intérêt à emmener jusqu'à la réhabilitation. Peut-être autre atout de cette parcelle, alors je suis désolée, je reviens un petit peu en arrière, mais autre atout de cette parcelle, c'est évidemment sa bâtisse sur la rue, mais c'est aussi un terrain, en fait, un terrain avec la vue que vous voyez ici en bas. Donc on a vraiment un terrain en déclivité, et ça nous positionne aussi en tant qu'architecte très rapidement. En tout cas, on se dit, donc oui, comment venir étendre, parce que la demande, elle est une extension, hein, c'est une famille de 4 enfants, Mathieu vous l'a dit, et donc il y avait cette volonté d'avoir une plus grande maison que ce qu'ils avaient déjà. Donc
Donc comment on étend et qu'en même temps on fait face à ce paysage urbain qui est très qualitatif. Donc ça, c'est les deux éléments assez fondamentaux du démarrage du projet, avec une autre contrainte peut-être. Alors on a un document réglementaire, mais on ne va pas s'apesantir dessus, mais c'est aussi interpréter la règle de faire projet. C'est ce qu'on appelle un ensemble boisé classé, un EBC en fait. Donc en fait, c'est toute cette zone-là, la maison elle est en partie haute ici, toute cette zone-là est absolument inconstructible. Et la pente, par ailleurs, en effet, offrait une telle déclivité qu'il y avait une vraie complexité. Peut-être revenir juste sur l'image d'avant, juste pour avoir une compréhension assez rapide du projet. Celle d'avant encore, excuse-moi. Et vous le voyez, on l'a vu également sur la première image, notre réponse, elle a été aussi assez simple dans cette approche. Donc, on vous l'a dit sur le plan de tout à l'heure, une revalorisation de la maison de Faubourg qui était sur rue, une démolition des petites annexes, et on a tout simplement créé une addition dans la pente, donc en quelque sorte une revalorisation de la maison de Faubourg sur la rue, et puis une valorisation du paysage au travers de cette extension qui nous donnait toute liberté de travailler et dans la pente et de reconnecter les niveaux avec ce grand paysage. On va la couper, je peux passer assez vite. Alors, hop. Donc voilà, donc là après que, alors évidemment on va vous dérouler le projet, mais évidemment la phase aussi sur laquelle on a plein de découvertes, c'est la phase de démarrage de chantier. On le prendra à rebours, on le prend un peu à rebours parce que même si on a fait un relevé, quand on commence à mettre à nu une charpente qu'on pensait garder, on la garde pas forcément. Donc bien sûr qu'il y a ce qu'on appelle des aléas et ça aussi c'est important de le prendre en compte dès le démarrage, enfin de se dire il faut se préparer aux aléas en tout cas. Donc ça, c'est la mise à nu de la maison avant le démarrage du chantier. Peut-être on va... Alors, là, c'était important pour nous de vous dire que, bien sûr que ça, c'est une lisibilité en plan, c'est pas évident de s'y repérer, mais c'est aussi toutes ces étapes-là qui sont décisives sur la précision et le soin qu'on apporte aux choses. Le soin, on l'apporte à la fois dans le rapport relationnel, en tout cas on espère, avec nos maîtres d'ouvrage, mais également finalement dans les pièces graphiques à chaque fois qu'on produit et dans la rigueur de plan qu'on essaye d'avoir. Une rigueur de plan qui, quand on est dans de l'existant, ça c'est la partie existante, Mathieu vous l'expliquait, c'est-à-dire que grosso modo, hop là, il se déclenche tout seul, excusez-moi. Grosso modo, on est venu étendre la maison à peu près dans les mêmes genres de surface, de manière contemporaine, en pendant de cette maison ancienne. Et donc, quand je parle de rigueur de plan, c'est pas forcément d'être rectiligne, et notamment l'existence. Ce qui nous passionne d'ailleurs dans cette question de l'existence, c'est que finalement, il faut faire avec. Et faire avec, c'est se contentionner, c'est venir se plier, c'est la complexité d'une parcelle. Et donc, en fait, je pense que c'est la complexité de la règle également. Et ce projet, il raconte ça. C'était aussi la redécouverte déconstruire, c'est aussi redécouvrir des ouvertures qui avaient été obstruées, et du coup, notamment dans ce cas de figure-là, ça a été faire réapparaître des ouvertures d'angle de la maison qui avaient été, pour celle du rez-de-chaussée, obstruées. C'est aussi un gros travail, donc vous montrez les plans, mais c'est aussi un gros travail en coupe. Un gros travail en coupe sur des altimétries. C'est-à-dire que la venelle, donc on pourra peut-être y revenir rapidement, mais la venelle dessert aussi l'accès garage. Et vous voyez les différences d'altimétrie, c'est que de fait d'avoir un terrain en pente, eh bien pour mettre donc la place réglementaire garage, elle va se retrouver à un niveau qui n'est ni celui du rez-de-chaussée existant, ni celui d'un rez-de-chaussée haut à venir, mais bien un intermédiaire. Et ça, qu'est-ce que ça va générer dans la maison ? Ça va générer de fait des demi-niveaux, en fait. Un jeu de demi-niveau ou de semi-demi-niveau. Et de fait, c'est une maison qui s'inscrit dans la verticalité. Et ça c'était important, on s'est dit assez naturellement qu'il fallait qu'on le souligne. C'est-à-dire de ne pas avoir peur de cette verticalité, que dans la maison, ça pouvait être un vrai atout. Alors, on va passer peut-être... cette coupe, elle raconte aussi que finalement, dans ce projet, et c'est important peut-être de le redéfinir, c'est pas qu'on n'est pas architecte pour tout contrôler, absolument pas, mais par contre, on n'est pas non plus architecte de façade. Alors, ça nous fait sourire, souvent les gens nous disent, mais est-ce que vous faites aussi l'intérieur ? Et bien évidemment, quand on a un projet comme ça, ce n'est pas... nos maîtres d'ouvrage avaient ce souhait-là, c'est pas non plus évident, mais par contre, toutes les spatialités intérieures, elles sont travaillées en adéquation avec l'extérieur, évidemment. Et là, on est allé aussi jusqu'au dessin finalement du mobilier, de la cuisine, alors pas de tout, mais d'une assez grande partie, vous allez le voir en photo, on va passer sur les photos.
Chantier peut-être quand même. Oui, voilà, c'est évidemment dans ces histoires du déjà là, on le dit souvent, c'est de l'esquisse jusqu'à la livraison. Le projet se fait au jour le jour, dans les relations, dans la découverte en effet de nouvelles choses au gré des déconstructions, dans l'ajustement aussi, parce que les choses, un terrain n'est jamais plat, une verticale n'est jamais verticale dans un existant, et donc c'est aussi une relation étroite qui se construit avec les corps de métier qui côtoient ces projets-là. Là, dans ce cas présent, en effet, on articule justement de l'ossature bois, donc, qui est un travail quand même assez précis et qu'on vient du coup plugger sur des choses qui sont plus aléatoires. Donc il y a vraiment toujours ce savoir-faire aussi d'ajustement qui est intégré dans le projet, mais qui prend forme tout d'un coup lorsque la maison se déploie. Là, bon, je pense que vous avez déjà vu ou peut-être déjà, voilà, c'est des projets qui se montent très très rapidement en ossature bois, mais qui permettent et une intervention assez fine et en même temps rapide sur des contextes existants. Et je rebondis sur la question du chantier. Pour nous, elle est décisive. En fait, c'est une vraie. Enfin, elle fait partie de notre métier. Alors, pour la maison individuelle, ça paraît tomber sous le sens de suivre un chantier. En tout cas, nous, ça nous paraît tomber sous le sens. Mais également, finalement, pour des projets de plus grande échelle, la notion du chantier est absolument fondamentale pour que la conduite d'un projet se passe bien, et y compris à grande échelle. Et donc, on passe aussi par des phases d'aller-retour avec les entreprises, de dessin des détails. Alors, ça aussi, c'est une explicitation avec nos maîtres d'ouvrage. C'est pas leur dire tout et de leur raconter toutes les entrailles du métier, mais malgré tout, enfin, passer par ces phases graphiques, c'est important aussi pour nous de le souligner, parce que ça, concrètement, c'est ce qui permet qu'à l'arrivée, on ait des détails soignés à la hauteur, finalement, des enjeux posés dès le démarrage. Alors, on va quand même vous montrer la maison maintenant. Donc ça, vous l'avez un peu vu. Donc finalement, depuis la rue principale, Juste, voilà, aussi, c'est redécouvrir l'existence et aussi lui redonner une capacité à traverser le temps. On se trouve que beaucoup, et peut-être que ce sera réabordé, ou ça a été abordé, j'imagine, dans les sessions précédentes, mais beaucoup de maisons de faubourg comme celle-ci ont été projetées à coups d'enduit ciment et qui amenaient beaucoup de désordre. Donc c'est aussi un retravail de lui redonner une seconde vie, c'est aussi lui redonner un peu de soin à ces maisons, donc au travers d'un enduit à la chaux notamment, reprendre les ferronneries, et puis on va le voir après sur essayer de trouver aussi une résonance entre ces deux temps de construction, et notamment la question de la fenêtre. Même si on a réintroduit une autre typologie, on s'est donné cette liberté de par notamment la situation, on l'a dit tout à l'heure, de grand paysage. Face à ce grand paysage, nous paraissait important de requalifier différemment la fenêtre, associée également au mobilier, on le verra après. Mais par contre, cette même typologie de la fenêtre en bois qui, à un moment donné, résonne entre les deux constructions réhabilitées et l'extension. Donc on a travaillé, vous l'avez évidemment deviné, sur une bichromie, toute simple en fait, de se dire que l'enduit, la maison existante était réenduite et puis peinte en blanc, et l'autre donc c'est un bardage métallique noir, et puis par contre ce qui faisait le lien, c'était évidemment la volumétrie, mais également la qualité des fenêtres que tu soulignes, et des ouvertures. Donc là, on est dans le jardin de fête, mais cette verticalité, elle vient évidemment aussi du fait que la rue est à un niveau intermédiaire, comme vous avez pu le voir sur la coupe. Juste, la rue se trouve ici, qui est en connexion avec la pièce de l'extension qui est la cuisine. On a un salle en haut qui domine du coup le jardin, dans lequel vient se loger en dessous les deux stationnements réglementaires. Et puis, par ordre, on le verra une photo après. Là, il y a une salle de bain qu'on verra en photo. Et puis, en effet, on a 2 chambres ici. Et l'escalier qu'on va voir juste après. La dimension des fenêtres et la qualité des ouvertures, ça c'est aussi quelque chose d'assez fondamental selon nous, pour défendre une qualité architecturale. Et donc c'est aussi évidemment une fenêtre, c'est poser la question de la partie fixe, si nécessaire, d'un garde-corps. Est-ce qu'il est vitré complètement? Est-ce qu'il a une lisse? Est-ce qu'il est en barodage? Enfin, c'est aussi tous ces menus détails en fait. Le projet architectural, il questionne vraiment ces notions-là, la question de matérialité, de détail, et aussi de plus grande échelle évidemment. Pardon. Ouais, non, la teinte, le bac acier là que vous voyez, il est aussi parce qu'il est aussi, il y a une quête aussi de tenue du budget. On a une hiérarchie aussi des enjeux économiques qui sont associés au projet. Donc un soin sur la fenêtre, on l'a vu, mais le bac acier, on l'a choisi aussi pour sa qualité, sa teinte, qui n'était pas un bac, qui était une teinte de velours, qui allait chercher au-delà du traditionnel bac acier qu'on peut le trouver ailleurs dans d'autres programmations. Et puis aux soins qu'on accordait aux articulations. Si on le verra mais voilà, la manière d'encadrer ces matériaux moins nobles et en même temps pour lui donner une tenue pour de l'habitat.
Donc là, vous l'avez peut-être en tête, mais la coupe qu'on vous montrait tout à l'heure et sa verticalité, ça passait aussi finalement, alors à souligner, mais c'est finalement le façonnage de l'escalier qui vient donc gravir l'ensemble des étages. Ce façonnage et ce garde-corps, il se joue plutôt par une verticalité, un baraudage vertical avec quelques ouvertures et quelques échancrures dans l'ensemble. On a également un certain nombre de baies comme ça qui sont là on est côté existant, là on est côté extension. Et donc on a joué sur des fenêtres intérieures aussi entre les espaces. On est sur la façade existante, en effet. Là, le vide. Là, on le voit aussi, en fait. Là, on est entre les deux. Le côté existant, dans lequel on a récupéré tous les parquets qu'on pouvait récupérer, et puis la fameuse extension avec sa double hauteur. Ici, nous nous trouvons, ce que Mathieu montrait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a la terrasse sur jardin, elle est juste après ça. Et donc, on a la partie existante ici, avec, vous voyez, les différents niveaux. Là, c'est juste une assise, hein, bien évidemment qu'on n'est pas fait pour passer, mais les clients ont trouvé plutôt intéressant qu'on puisse garder une ouverture entre l'existant et l'extension. Et puis, en creux, vous voyez derrière, la cuisine. Donc en fait, l'idée étant qu'il y ait beaucoup de porosité dans cette maison et malgré tout également aussi beaucoup d'espace fermé pour que les enfants puissent jouer tranquillement sans embêter leurs parents. Peut-être ici aussi, là on est sur la partie existante, là, on porte aussi un peu de soin sur les questions des sols. On l'a vu tout à l'heure sur des sols réhabilités. Alors là on a dans la partie réhabilitée, si on a dû refaire le sol existant qui était impossible de conserver. Mais néanmoins aussi c'est la qualité du seuil, comment on franchit la porte d'entrée, d'être en rapport à la rue et en même temps en préservant de l'intimité. En tâchant aussi de récupérer ce qui était déjà sur l'existant et les réinscrire dans le projet. En fait, ce côtoiement de choses plus contemporaines avec ces réhabilitations nous paraissent aussi être une manière d'assumer ce choix de cette posture du déjà là, quoi. Puis un travail sur la colorimétrie, hein, on parle souvent de la matière, mais finalement la couleur c'est aussi, ça fait vraiment partie des spatialités. Donc ça c'est une discussion avec les maîtres d'ouvrage et des propositions, des allers-retours, mais aussi ça fait vraiment partie aussi des enjeux, je dirais pas dès le démarrage, mais très rapide aussi. On pense pas à la matérialité après coup, mais bien en même temps. Donc la cuisine dans le prolongement, une chambre existante. Les fenêtres, donc ça c'est une fenêtre sur chambre, et donc store intérieur, hein, on n'a pas de volet roulant. C'est souvent une question qu'on nous pose, c'est la question du volet roulant. Alors on évite nous le plus possible le PVC, et enfin si on pouvait ne pas jamais le faire, on ne le ferait jamais. Donc on réinvoque la persienne métallique, le rideau tissu, le store, mais en tout cas le plus possible, et on tendra, on espère le plus possible vers ça, pas de PVC. Cette fameuse grande fenêtre aussi, ça c'est une discussion qu'on a avec beaucoup de nos clients, voire maîtres d'ouvrage. Est-ce qu'on ouvre grandement une salle de bain ? Et on répond pour le coup nous oui évidemment. Après il faut mettre un store sûrement, mais en tout cas ce rapport au paysage que vous voyez ici, ce paysage urbain, c'est aussi se dire la salle de bain c'est une pièce à part entière, c'est pas une moindre pièce. Et ça nous paraissait assez fondamental. Donc là on est comme si on était dans la baignoire en fait, hein, voilà, en face. Voilà. Juste pour préciser, on a cité les entreprises sur des projets, vous l'imaginez bien, un peu techniques, où c'est une aventure, je pense. Enfin, c'est des rapports de confiance qui se tissent de projet à projet. Mais voilà, on tenait à souligner aussi la qualité des intervenants entreprises sur ce projet. Voilà. Merci à vous. On va respecter le timing qui nous a été donné. Et puis... Très bien. Merci. 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 Merci beaucoup et bravo, c'est pas un exercice facile de présenter, on sait qu'on a toujours 10 000 trucs à dire quand on est archi, donc de réussir à tenir en aussi peu de temps, bravo. On va passer au deuxième projet, c'est l'agence Magnum qui est représentée ce soir par Bertrand Aubry. Pareil, lauréat des jeunes architectes ligériens en 2007, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, et l'agence Magnum elle est créée en 2008 avec Benoît Garnier et Rodrigue Goulard, une agence d'archi et d'urbain. Multiples thématiques, et il y a une phrase très intéressante sur votre présentation, c'est le refus de la standardisation et du prêt à architecturer. On pourra peut-être en reparler au moment des questions. Des bâtiments emblématiques de l'agence Magnum. D'abord le bâtiment que vous occupez, le bâtiment MC2 qui se situe non loin d'ici, place François II, où il y a eu un vrai travail sur la sobriété énergétique et qui était d'ailleurs une rénovation sur élévation. La nouvelle église Saint-Vincent-de-Paul à Rezé, un vrai travail de
de questionnement de la symbolique de l'église, et puis une expérimentation notamment de 6 maisons individuelles à aire de reporterie, toujours sur la question de la sobriété énergétique. Ce soir, vous nous présentez l'extension de la maison C à Saint-Étienne-de-Montluc, si je ne dis pas de bêtises, un projet récent, livré en 2017, et qui pose des questions justement quant au patrimoine bâti existant. Même dans la plus petite des échelles, là vous allez voir, c'est très peu de mètres carrés, et pourtant il y a déjà beaucoup de réflexions, donc j'en dis pas plus. Merci Michael, merci beaucoup pour ce moment, pour cette invitation, pour ce coup de projecteur sur la petite échelle. Bonsoir à tous, donc je suis Bertrand Aubry, je suis architecte associé de l'agence Magnum. On l'a créée effectivement en 2008-2009. On est aujourd'hui 22 personnes, on intervient effectivement sur les champs de l'urbanisme et de l'architecture. Et en architecture, on touche à tout à peu près, effectivement, de l'échelle un peu large, de l'équipement, du logement et puis de la petite extension. Effectivement, ce soir, ça va être la petite échelle, très petite, puisque effectivement c'est 25 mètres carrés, et je fais juste le petit distinguo. Petite échelle ne veut pas dire petit projet, bien au contraire, c'est riche de plein d'informations et puis de qualité pour nous, on l'espère. Donc c'est un marché, en tout cas c'est un sujet auquel on est également attaché. C'est un travail d'extension qu'on a réalisé. Donc c'est pas une surélévation ici, c'est une extension. Je vous ai fait le jeu du projet dans le projet parce que il y a une origine, il y a une commande, il y a des clients qui sont là pour nous faire une demande. Et du coup, cette demande-là, elle remonte à 2003. Pas pour ce projet-là, mais on les a rencontrés pour un autre projet qui se trouvait à Chantenay également. Et en 2003, on a travaillé avec eux. Donc, je les remercie, je ne sais pas s'ils sont là d'ailleurs, mais je les remercie en tout cas pour leur grande confiance, puisque de ce moment-là, on a cessé de se voir par rapport à ce premier projet. On a rencontré la sœur et on a fait une maison pour la sœur. Et puis on les a retrouvés en 2007 pour ce projet-là, qui n'a pas pu se faire en 2007 et qu'on a retrouvé en 2016 pour le finaliser. Donc c'est une longue haleine, mais du coup c'est un travail de poupée russe parce que le premier projet sur lequel on avait travaillé, c'était une surélévation pour le coup, et on nous avait demandé, donc je fais très bref sur ce sujet-là, mais on nous avait demandé de travailler sur la réflexion et la posture par rapport à l'existant. Donc le DG là, tout ce que vous avez expliqué brillamment tout à l'heure, et donc c'était se positionner par rapport à un bâti existant. Comment étendre avec une chambre complémentaire. Et en 2003, on avait réfléchi sur le jeu pop. Alors c'est où le petit pointeur là? En haut. Voilà, on était parti sur l'idée qu'il y avait une forme qui était déjà induite et qu'on avait envie de répéter dans le cadre de ce projet, et ainsi créer cette même réflexion sur la matérialité qu'on voulait laisser en l'état sur la maison existante, mais par contre venir mettre l'accent sur l'extension et la surélévation en reprenant cette logique de forme de toit qui nous est chère en général, et continuer le dispositif qui était déjà engagé avec cette maison. Cette maison est démolie depuis puisqu'elle a été rachetée par des promoteurs et puis pour refaire un immeuble. Donc elle a à peine eu le temps de se terminer. Donc heureusement, on a des clients qui rebondissent, qui changent de cadre et puis qui retrouvent notre numéro de téléphone et qui nous rappellent quelques années après pour nous dire on a une nouvelle maison, c'est un nouveau sujet, ça n'a rien à voir, et donc un nouveau projet. Et là, on se retrouve entre Nantes et Saint-Étienne-de-Montluc, donc dans ce territoire où voilà, c'est très intéressant puisqu'on est à l'endroit où à la jonction du territoire des plaines humides entre Saint-Étienne et Nantes, et qu'on identifie vraiment très très bien quand on reprend les vieilles cartes d'état-major du 19e siècle, où on voyait tous les zones d'épanchement de la Loire quand elle sort un petit peu de son lit. Et on a aujourd'hui ce genre de territoire très humide avec de très très beaux paysages. On est dans ce contexte-là.
On a une parcelle qui n'a pas du tout la même configuration. On a une parcelle qui est assez vaste avec une première bâtisse qui était la bâtisse historique qui a été agrandie à la fin du XXe siècle, avant les années 2000, par une extension contemporaine, enfin en tout cas de facture plus contemporaine. Et on a la chance d'avoir un paysage proche, très composé, très végétal, avec beaucoup d'arbres qui la constituent, et puis des échappées visuelles qui sont vraiment de qualité. Donc voilà, ça c'est la configuration de la maison telle qu'on a pu la voir à l'époque, avec la maison historique, son appentis, l'ancien four à pain, et l'extension qui avait été faite à l'époque, dans les fin des années... avant les années 2000, et puis un appentis également qu'on va retrouver ici. Donc un beau cadre paysager, assez vaste, avec de belles vues, pas de vis-à-vis. Et entre il y a 10 ans et aujourd'hui, on avait travaillé un petit peu sur le projet déjà. Donc il y a eu, ça c'est pas nous, c'était le maître d'ouvrage qui a travaillé sur la rénovation en fait de cette première partie pour la rendre habitable. La famille, c'est un couple et 3 enfants. Et aujourd'hui, dans la maison, il y avait 3 chambres uniquement. Donc il manquait une chambre. C'était l'objet de la commande qu'on aura pu nous faire plus tard. Donc là, ils ont aménagé et restauré cette première partie de bâtiment pour en faire une partie du salon. La chance qu'on a également, c'est que elle, Frédéric, elle est paysagiste de formation et lui a un grand sens du travail et du soin à amener pour faire des travaux également par lui-même. Donc ils ont créé un univers déjà présent qui était énormément qualitatif sur plein d'espaces, sur les abords, les entrées, toutes les séquences qui ont pu être faites, et également sur le soin qu'ils ont pu apporter sur la première rénovation de bâtiments. On a une belle rangée d'arbres têtards qui ponctuent l'entrée et qui crée un beau filtre également. Donc voilà, la demande c'était quoi? C'était simple, hein. J'ai dit c'est 25 mètres carrés, mais dans les 25 mètres carrés, il y a des petits sous-espaces qu'il faut prendre en compte, bien entendu. Donc il y avait une chambre pour une de leurs filles, une petite salle d'eau, un espace rangement, parce qu'on a toujours besoin d'espace rangement. Pourquoi pas une zone pour recevoir des amis complémentaires quand on accueille des amis. Et puis un abri bois à imaginer en lien avec cette extension. C'était souhaité que ça soit plutôt de ce côté-là, et nous on a confirmé l'intérêt que ça soit plutôt de ce côté-là dans notre configuration. Et puis il y avait aussi une petite demande à échanger justement avec eux, c'est que c'était très agréable de discuter là-dessus, mais il y a un petit rayon de soleil le matin qui arrive dans le salon et dont ils profitent le week-end, et c'était important que l'extension ne vienne pas entraver cette entrée de lumière. Et donc on l'a pris également comme une donnée de départ pour pouvoir se positionner. On a fait 2 réponses. Donc je vous ai fait le déroulé, c'est-à-dire qu'on a fait deux scénarios possibles autour de ce projet-là. La première, c'est celle-ci. C'était une réponse qui faisait référence plutôt à la grange. Donc une petite longère qui vient se mettre en juxtaposition avec l'existant. Hop. Avec un faîtage qui vient perpendiculaire, qui rappelle en fait l'autre sens de faîtage, qui nous permet en fait de fermer le dispositif d'extension et ainsi abriter l'ensemble des fonctions qu'on retrouvait dans la programmation initiale. L'intérêt pour nous, c'est que c'était un volume qui se voulait simple par rapport aux nombreuses extensions, en tout cas volumétrie, qui s'accolaient les unes aux autres, que c'était facilement appropriable et facilement évolutif dans l'aménagement intérieur, si on voulait recloisonner, si on voulait refaire une mezzanine. C'était très facile de s'organiser là-dedans. Je rappelle, 25 mètres carrés, c'est pas grand, mais on a réussi à faire ça. On souhaitait également qu'il y ait un petit jeu donc on s'est connecté à l'existant avec la zone rangement, la petite salle d'eau, la chambre, et puis l'espace, on pouvait prévoir une petite mezzanine pour les amis qui viennent dormir quand on les invite le week-end. Et puis la fin de l'extension, c'était la petite zone d'abri en bois.
j'ai remis le soleil pour dire qu'en fait, on n'est pas allé plus loin pour qu'il passe. Voilà, donc ça c'était le premier volume qu'on avait proposé dans le cadre de cette extension, avec un pointu, un fêtage assez affirmé, plus proche de ce qu'on perçoit dans nos campagnes. La deuxième réponse était plus de l'ordre de la sculpture, c'est-à-dire d'un volume moins d'un seul et même tenant, mais plutôt imbriqué. Et donc on proposait une sorte d'empilement avec des étages, avec des fonctions moins d'un seul tenant à rez-de-chaussée. Donc chaque volume pouvait se retrouver ou en comble, avec un escalier, avec un vrai espace ami à l'étage, la chambre à rez-de-chaussée. Donc quelque chose qui s'implantait plutôt en continuité du volume existant, avec un petit escalier, et puis le dessous de l'escalier pouvait servir d'abri-bois, et on retrouvait également la petite zone salle d'eau réduite au minimum vital. Et puis à l'étage, une zone appropriable, utilisable ultérieurement. Donc ça donnait quelque chose de plus éclaté dans la volumétrie, et plus rayonnant, donc un peu moins sage dans son rapport à l'extérieur. Mais du coup, vous savez pas encore. Si, on a vu lequel c'est en fait. On a retenu ensemble la grange pour la simplicité de volumétrie. Donc c'est celui-là qu'on a mis au point avec le maître d'ouvrage. De la même manière, avant d'arriver au chantier, on a mis au point tous les détails techniques, c'est-à-dire que ce qu'on voulait, c'était qu'il y ait une peau unifiée, un bardage bois, mais qui enveloppe à la fois les façades et le toit. C'est un sujet qu'on a déjà exploré, notamment pour nos surélévations de bureaux, et qu'on aime bien utiliser justement pour cette matérialité homogène. Donc on a travaillé sur ces idées-là, on a mis au point le rapport du projet par rapport au dénivelé, qui était léger mais qu'il fallait prendre en compte, et puis la tenue des transitions entre les existants et le projet par un petit volume abaissé qu'on ne se colle pas directement à l'existant, ce qui nous facilite plein de choses en termes d'évacuation des eaux, en termes de transition, donc voilà. Et créer une petite zone un petit peu plus intime dans ce point de connexion. Une fois qu'on a déposé le permis de construire, on a consulté les entreprises et puis on est parti gaiement en chantier avec elles pour leur expliquer le bien fondé de notre démarche sur tous ces petits détails qui ont du sens pour nous, pour les mettre en œuvre. Donc on a essayer de regarder le plus précisément possible tous les petits sujets qui étaient importants. Donc on est parti sur un système d'ossature bois, on a retrouvé nos espaces rangement, on a simplifié. Alors le petit cabanon bois, on l'a extrait et c'est repassé dans l'appentis au fur et à mesure de l'équilibrage du programme, et pour retrouver une sorte de grande chambre avec un espace rangement. Et le deuxième espace rangement en fait est devenu depuis une salle d'eau, comme on l'avait prévu. Et puis, effectivement, un projet pour un architecte ne se fait pas sans un client, mais ce n'est pas non plus sans une entreprise. Sinon, il n'a pas de sens et puis il n'a pas de finalité. Et donc, on a étudié tous ces petits points qui sont importants. Comment on travaille le fêtage pour qu'on ait un pointu avec le bois qui se pose. Comment on a mis en œuvre le bac acier, les étriers de fixation pour les tasseaux, pour que les eaux coulent et qu'on ait le bardage qui vienne finir proprement l'ensemble de la peau. Comment on a travaillé tous les jeux d'angles. On a fait le calpinage de manière précise des lattes de bois, à la fois pour les angles, mais également on a fait une petite pliure de la façade par rapport au paysage pour qu'il y ait un arbre qui soit un peu plus proche, qu'on puisse ne pas trop épouser le végétal. Et puis on a travaillé sur la mise en œuvre. Donc on a choisi une essence de bois qui est du Douglas purgé d'aubier,
c'est un bois qu'on affectionne parce qu'il est naturellement imputrescible, qui vieillit de manière assez homogène, avec si on ne met pas de traitement, il devient assez gris argenté. Il n'est pas trop sombre et puis il n'est pas forcément aléatoire dans le vieillissement en fonction des phases sur lesquelles on le met en œuvre. Et on a sélectionné 2 types de lattes. On est sur des planches brutes, une de 15 et une de 7. En fait, c'est une latte recoupée en 2 qui est mise en œuvre de manière verticale, avec un joint horizontal et puis une pose aléatoire autour de ce joint qui fait la rase au niveau du linteau des fenêtres. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que donc voilà, là on est en train de terminer. On a deux périodes de pause du bardage à 15 jours d'intervalle. On voit bien la première période et la deuxième période, on a déjà 2 teintes qui sont différentes. Comme quoi c'est un matériau vivant qui évolue avec le temps. Et on retrouve encore les distinctions. Donc voilà pour la mise en œuvre. Et là, c'est des photos qui sont faites d'il y a 15 jours où le bois a commencé à se griser de manière homogène. Nous, c'est comme ça qu'on l'envisage. Quand on le dessine, on l'imagine comme ça. Il va arriver à une pérennité de gris qui est assez fondue avec l'ambiance de la maison à côté. L'aménagement intérieur est terminé également, qui est en bois. Alors là, on a une pose verticale à l'extérieur, puis une pose horizontale à l'intérieur. Et puis là, on retrouve le travail de pliure de façade, et puis tous les petites échancrures. En fait, l'eau passe à travers les lattes, mais on a également donc un chéneau, c'est-à-dire une récolte des eaux qui se fait ici. Les descentes d'eau pluviale sont masquées dans l'épaisseur de l'ossature bois. Et on a fait des petits passages pour faire l'entretien de ce chéneau-là, éviter qu'il y ait trop de feuilles qui s'y ramassent. Et voilà, donc ça c'est la maison telle qu'elle est finalisée aujourd'hui. Bien sûr, moi je remercie le maître d'ouvrage. Et puis les entreprises, on retrouve des entreprises communes. L'entreprise You qui a eu un macro lot charpente, bardage, couverture et menuiserie aluminium, avec qui on a eu un travail fin, un dallage avec l'entreprise Le Corneau. Et puis c'est Patrick Miara qui a fait les photos de la maison. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Donc on peut le voir, même sur des tout petits projets, finalement, les questions sont toujours les mêmes. Et on peut s'interroger sur beaucoup de choses. Il n'y a pas de petits projets, c'est exactement ça. On va accueillir notre dernier intervenant, c'est Yann Perron. Donc Yann Perron, c'est un architecte multicasquette grâce à une triple formation. Des études d'architecte d'intérieur, des études d'architecte et des études d'architecte du patrimoine à l'école de Chaillot. Donc on est pile poil dans le thème. Depuis 2003, l'agence Yann Perron donc, est basée à Nantes. J'ai juste retenu une phrase du monsieur derrière moi. Construire sa maison, c'est un acte d'amour hautement symbolique qui implique un déplacement important d'énergie et créer des liens avec tout un tas de gens dont les compétences sont nécessaires pour concrétiser dans la matière un concept de pensée. Donc un architecte très humaniste derrière moi, c'est dans la continuité de tout ce qu'on a pu voir jusqu'avant. Un projet, c'est avant tout des rencontres et des gens. Un travail fin d'intégration, de respect du bâti et du génie du lieu qu'on va pouvoir découvrir à travers 2 projets de surélévation cette fois-ci. La maison CP à Chantosso, donc dans le 49, et la maison PC à Nantes. Merci. Alors c'est comme ça, et là c'est comme ça. Et ouais, là sinon. Ok, très bien. Bonsoir à tous, merci de votre invitation. C'est effectivement très valorisant de pouvoir montrer notre travail au public, parce qu'on n'en a pas trop l'occasion et on est une profession qui est un petit peu, on va dire, floue pour le public. Donc le CAUE, je remercie le CAUE parce que vous faites un travail, on peut dire, formidable. La preuve en est, c'est que ce projet-là, sans vous, en tout cas le CAUE du Maine-et-Loire n'aurait pas pu voir le jour pour la simple raison qu'on... le public comme les architectes sont souvent confrontés à des petits problèmes administratifs, notamment d'autorisation de permis de construire, qui sont, on va dire,
pas toujours simple à gérer. Surtout quand on parle de poésie, d'histoire du lieu, de qualité bâtie, etc. On est dans un système un peu formaté qui nous oblige à être pédagogue, aussi bien vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, donc des clients, que des entreprises qui vont réaliser nos folies créatives. Et également vis-à-vis des institutions et de ceux qui nous jugent, puisqu'ils nous autorisent à bien vouloir construire suivant des règles qui sont pas toujours évidentes à gérer. Voilà, dans les intérêts du client et même du lieu. Donc, je vais vous parler de 2 petits projets. Alors moi, j'ai amené plutôt que des photos de chantier, puis des photos de la réalisation. Ces 2 projets qui ont un point commun, la Loire, puisque ce projet-là est à Chantoceau, c'est-à-dire, moi je vais passer. Voilà. Je suis allé un peu vite là, pardon. Donc c'est un petit quartier de Chantoceau qui s'appelle La Patache, pour ceux qui connaissent. Donc c'est à, je sais pas, une demi-heure de Nantes. C'est un petit village très très charmant qui a un peu des accointances avec Trentemou pour 2 raisons, pour des problèmes, pour des questions d'orientation, puisqu'on est au nord en fait, mais on est face à la Loire. Et à cet endroit-là, la Loire est, comme dans beaucoup d'endroits, magnifique. Et le projet se situe là. Et le client qui m'a consulté, qui m'a demandé donc de faire un logement locatif, en fait. Donc le client habite un peu plus loin derrière cette maison là. Oui, d'ailleurs, je vais utiliser ça, ce serait mieux. Voilà, là. Et l'objet, en fait, au départ, le client, alors on est souvent confronté à ça, avait une demande, on va dire, très rationnelle, économique, qui était de gagner un maximum d'argent avec peu de surface. Donc, il voulait, face à la Loire, ce qui est assez logique, faire tout casser, puisque le bâtiment existant s'arrêtait là, et de faire des grandes ouvertures pour rentabiliser son bien au maximum avec un coût minimum. Et on est donc engoncé entre deux maisons, une années 50, et puis ces 2-là sont assez contemporaines, on les date du fin 19e, début 20e. Donc c'est là où le regard de l'architecte et le rapport au maître d'ouvrage est intéressant, puisque sur le plan paysager, ces 3 ouvertures, alors malheureusement ça a changé depuis, puisque cette maison a été réhabilitée de manière un petit peu plus chaotique. Et moi, en fait, la base du projet, je suis parti sur ces rythmes de 3, et je lui ai dit, le mieux, c'est de conserver et de réhabiliter le bâti existant. Je vais voir ce que j'ai... Voilà. Et de mettre en valeur c'est pas des défauts, mais disons les caractéristiques du lieu, en gardant, vous voyez, ces désalignements, ces ouvertures qui ont été faites de manière... ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire, c'est-à-dire sans architecte. C'est souvent les plus belles architectures, surtout en milieu rural, où on a une architecture très simple au sens l'ouverture correspond à l'usage. C'était une petite maison de pêcheur, on a une toute petite corniche en tuffeau, un toit monopente, et puis quelques ouvertures pour amener de la lumière. Mais sans, à l'époque, on ne se prélassait pas forcément par rapport aux usages de vie sur une terrasse, etc. Donc l'enjeu a été de convaincre le maître d'ouvrage sur le plan économique, c'est-à-dire lui rajouter un étage, de maintenir les ouvertures et de flatter un peu son ego pour permettre de créer en fait un lieu totalement magique, au sens où en fait c'est une grande fenêtre de 4,50 m de mémoire
sur 2 mètres, c'est pas très haut, je crois, 2 mètres 30, 2 mètres 20, qui permettait d'avoir une vue sublime sur le fleuve. Donc on a eu un refus de permis, 2 refus de permis, enfin voilà. Pourquoi ? Parce qu'on se confronte à l'incompréhension et au règlement. Le maire avait peur en fait qu'on propose une architecture dite différente et donc qui s'intègre absolument pas au paysage. Alors c'est tout le problème de l'intégration qui fait débat. Est-ce qu'on va dans le mimétisme ou au contraire dans le contraste ? Là, je ne sais pas trop quoi dire, puisqu'en fait, plus on s'éloigne, notamment tous ceux qui passent le long de la Loire, c'est un bâti en fait qui, selon les heures de la journée, s'efface, où on a vraiment l'intégralité de la façade qui est mise en valeur. Parfois, quand le vitrage est éclairé, ça crée une sorte de lanterne, donc c'est une plus-value, mais qui peut être discutable, évidemment. Et c'est là où la règle du PLU ne suffit plus à permettre ou interdire l'intervention de tel ou tel projet. Donc le CAUE du Maine-et-Loire a eu un rôle important, puisqu'il y a eu un rôle de pédagogie vis-à-vis du maire, qui a été rassuré de voir d'autres confrères accorder un certain crédit à ce type d'intervention. Et ce qui a permis finalement d'obtenir l'autorisation et de construire ce bâti. Alors, moi aussi, je salue, et on le salue, enfin, je salue les entreprises, notamment le serrurier, là c'est Monsieur Letiec, avec qui je travaille toujours, qui permet, c'est des gens qui ont une vraie compétence technique et qui enrichissent le projet, aussi bien dans les détails que dans la mise en œuvre. Alors là, c'était un petit peu impressionnant parce qu'on avait bloqué la route pour mettre en place un balcon qui a été en fait réalisé directement en atelier. Donc ça a peu comment dire, étonné l'entourage, le voisinage, pardon. Mais c'était très intéressant de voir la confrontation de différentes mises en œuvre contemporaines avec les outils contemporains, tout en travaillant également sur la taille de pierre et les enduits à la chaux aérienne du bâti existant. Donc cette maison a une caractéristique. Là, on est façade nord. Donc là, cette photo, je la trouve assez violente, puisqu'en fait, c'est un engin de chantier qui rentre à peine dans le petit jardin qui était devant. Alors là, cette photo m'est chère parce qu'en fait, j'avais passé 3 quarts d'heure à expliquer aux maçons qu'il fallait absolument garder le mur en pierre existant, et quand je suis arrivé, il n'y avait plus rien. Donc ça aussi, enfin, pour ma part, c'est très régulier de ne pas forcément bien communiquer ou être mal compris. Et donc, il y a toujours des aléas sur un chantier, mais bon, on a trouvé d'autres solutions. La photo de droite que vous voyez, en fait, est donc la façade sud. Et là, c'est un projet qui remet en cause les a priori sur l'architecture, c'est-à-dire qu'on peut s'ouvrir au sud par rapport au soleil, etc. Et là, tout le travail, comme c'est une maison qui est sur un coteau, ça a été de s'ouvrir sur la Loire, qui était on va dire l'élément essentiel de cette maison, tout en ramenant de la lumière du sud à travers la maison. Donc en fait, c'est une maison qui est ouverte côté nord, mais aussi ouverte côté sud, avec un calcul de rayons solaires à travers une grande baie vitrée qui fait 6 mètres de verre, qui fait 6 mètres de haut, pardon, et qui permet en fait de laisser passer la lumière du sud à travers la maison. Là, c'est les photos. C'est les photos. Donc là, on voit la Loire avec les 2 héberges de part et d'autre. Et là, c'est une photo qui est. C'est toujours touchant de voir. C'est là qu'on voit que une maison est un corps vivant. On a vraiment l'impression qu'elle est sur la table d'opération. On a enlevé sa chevelure, on va dire. Et on voit le squelette avec ses tuffeaux qu'on a refait quasiment intégralement parce qu'ils étaient extrêmement endommagés. Et cette partie-là, cette greffe, on va dire,
Là, on a fait appel à la structure métallique et bois pour arriver à utiliser un minimum de porteurs. Donc on a été obligé de changer de mode constructif entre la maçonnerie du rez-de-chaussée et la surélévation en filière, comme on dit, sèche, c'est-à-dire c'est une sorte de mécano métallique et bois. Voilà l'intérieur. L'intérieur, là aussi, c'est une démarche qui est intéressante. Ce plancher bois, c'est le plancher du rez-de-chaussée haut. Donc quand on est au rez-de-chaussée, on arrive côté nord. Là, il y a la trace de l'escalier. Et vous avez une poutre maîtresse. Et cette poutre maîtresse, elle tient l'ensemble du plancher. Ce qui, a priori, ne peut pas... a priori, on ne peut pas la démolir. Et justement, tout le projet, ça a été de couper cette poutre maîtresse, donc de changer l'énergie structurelle du lieu pour apporter la lumière. Parce que c'était une maison qui était extrêmement sombre. Et en fait, on l'a suspendue, cette poutre, pour maintenir l'ensemble du plancher existant. On va le voir après. Donc là, c'est le montage à l'étage avec la vue. On dirait qu'on est à l'intérieur d'une caméra. Ça aurait été bien de garder cette vue telle qu'elle, sans menuiserie, tellement elle est impressionnante. Tout est mélangé. Voilà. C'est pas grave. Voilà, ce qui m'intéressait de vous montrer, c'est ça. Cette poutre maîtresse que vous voyez sur la droite est là. Surtout que je ne l'ai pas précisé, mais on aura le temps, je pense, d'en reparler. C'est des petits projets donc, qui ont été faits tout seuls, sans bureau d'études, parce qu'il n'y avait pas forcément des moyens intellectuels vu la petitesse du budget. Donc on prend des décisions quand même, on peut dire, assez graves, puisqu'on a coupé la structure porteuse du bâtiment. Et là, on porte tout notre regard sur la qualité de l'entreprise qui va réaliser votre idée. Donc sur les plans, c'est très facile. On dit on va faire passer un escalier à tel endroit. Oui, mais il y a une poutre. Comment on fait ? Et ben, cette poutre, en fait, on l'a laissée brute, vraiment pour la montrer. Et il y a juste deux tiges filetées traversantes qui en fait reprennent toute la charge. Et ça devient intéressant. Donc d'un point, on va dire, de blocage, on peut libérer les choses. Et là, toute la fluidité, la circulation verticale, l'escalier se développe au départ de manière un peu sculpturale, contre lequel on a adossé une petite cuisine. Encore une fois, je vous rappelle, c'est un locatif, donc c'est un projet où il y a du détail, mais il n'y a pas beaucoup de prestations parce que c'était vraiment un budget restreint. Mais il y a eu un travail sur la lumière, sur la transparence du rez-de-chaussée jusqu'aux étages. Voilà. Tout en mettant en valeur également une cheminée. Une cheminée en béton qui reprend le conduit existant de la maison. Donc là, on voit bien de face le travail sur la poutre qui a été renforcé avec des petits raidisseurs métalliques, mais qui sont assez esthétiques et qui permettent de tenir cette grande baie vitrée qui scinde en deux l'escalier intérieur et les pièces de vie et également les salles de bain. Je reviens juste 2 minutes sur cette façade. Là, évidemment, ces photos entre chiens et loups sont toujours esthétisantes, mais permettent de mettre en avant les pleins et les vides. Et sous le balcon, on a en fait la bonne surprise du chantier, c'est que les corniches sud et nord étaient à 5 cm près alignées, ce qui a permis, comme vous l'avez vu précédemment, côté sud, de les surmonter d'un bandeau vitré. On a également fait ça côté nord, ce qui a permis d'alléger considérablement cette surélévation qui est vraiment posée un peu comme une lanterne. Voilà. Alors l'esthétique de cette surélévation, pour finir, on l'a traité de manière, comme on dit, façon atelier, c'est-à-dire qu'on l'a traité en acier, ce qui serait plus compliqué aujourd'hui à cause des réglementations thermiques dont on est l'objet et qu'il faut absolument respecter.
Et là, le choix a été fait, bien qu'on l'on soit côté nord, de privilégier avant tout la qualité de la menuiserie. Donc on est parti sur des menuiseries acier avec un double vitrage, mais qui permettait de garder cette finesse de profil. Voilà. Mais c'est ce qui fait aussi toute l'esthétique de ce projet. Là, c'est une vue de loin qui permet, qui permet de voir à quel point une intervention aussi forte que celle-ci peut quand même tout à fait prendre sa place dans un contexte vernaculaire avec du bâti plutôt ancien. Voilà. Voilà, ça c'est les baies vues de l'intérieur. Et la vue sur la Loire qui est absolument merveilleuse. Voilà. Alors, c'est, je pense, une autre photo. Donc là, juste un petit mot là-dessus. Le balcon, on a choisi d'utiliser un métal perforé, enfin c'est du métal déployé pour être précis, qui permet en fait une grande transparence et bien sûr une protection à la chute. Plutôt que le verre, là c'était pareil, on prend des décisions souvent, en tout cas pour ma part, tant sur le plan technique, esthétique, et également en rapport avec le budget qui nous était imparti. Voilà. Donc là, c'est des photos de la maison vivante, hein, avec donc des gens à l'intérieur qui l'ont aménagé comme bon leur semblait. Là, quelques photos de l'escalier des salles d'eau. Donc chaque espace, chaque rond-coin a été utilisé pour quand même proposer des prestations intéressantes vis-à-vis de l'extérieur et permettre de capter la lumière naturelle à chaque endroit de la maison. Je passe au second projet, donc là, qui nous ramène à Nantes. Donc ça, c'est une maison des années 30-40, enfin avant la guerre en tout cas. Et c'est un projet très particulier, comme toujours, mais celui-ci paraît à l'extérieur aussi grand que celui que je viens de vous montrer. En fait, c'est une dame qui m'a demandé de faire une verrière sur sa maison. Et quand je l'ai rencontrée, donc c'est une dame qui vit sur cet étage, puisque là il y a une autre famille, et sur celui-ci qui était donc un comble. Et quand je l'ai rencontrée, c'était une maison... là je suis trop vite. Quand j'ai visité cette maison, à travers les Velux, j'ai vu à peu près ça. Et je lui ai dit, je pense que je vais vous conseiller une entreprise plutôt que moi, parce qu'elle avait un tout petit budget. Parce que là, en gros, l'extension, enfin la surélévation, c'est même pas une surélévation, c'est une extension dans les combles. Cette extension correspondait environ à 17 mètres carrés. Donc là, on ne peut plus vraiment parler de surface. La demande n'était pas forcément évidente. Enfin, on a passé une après-midi ensemble à discuter sur sa vie, sur l'histoire du lieu. Et moi, j'étais obsédé par cette vue en lui disant c'est pas une verrière qu'il vous faut, c'est surtout de l'air. Et une vue, quoi. Enfin, la vue, elle est là, elle est juste derrière les ardoises. Il faut décapoter cette maison. Mais pour elle, c'était un travail de titan. Enfin, moi, je ne m'en rends pas compte parce que, comme mes confrères, on est habitués à... Et d'ailleurs, je crois qu'on est même... On adore ça, de travailler sur des chantiers, sur voir des choses se monter. Et là, je lui ai dit, écoutez, c'est beaucoup plus simple que de plaquer du placo dans une chambre sous rampant. On va tout casser, on va garder que la structure, et en 4 mois, c'est réglé. En 3 mois, parce que j'ai menti, puis finalement, on a fait 4 mois. Et alors là, pareil, c'est un projet particulier. Là, on voit encore la trace des Velux qui étaient démontés. Donc, il y en avait 3 qui étaient complètement cuits. Et l'enjeu, ça a été comment étendre son espace, ramener de la lumière, parce que là, on est plein est, évidemment une vue incroyable, créer un petit balcon pour permettre quand même déjà
l'usage, parce que là, on est encore une fois sur des projets modestes. Donc, comment ramener l'usage du nettoiement, tout simplement, des baies. Donc, c'était important qu'il y ait un passage extérieur devant les baies. Là aussi, le permis a été très très compliqué à obtenir pour plein de raisons que je n'ai toujours pas comprises. Je crois que surtout, c'était mal vu de défigurer une maison de ce type-là au-dessus d'un espace public et face à l'île de Nantes. Mais c'est une interprétation de ma part, parce que je n'ai pas eu vraiment d'explication. Donc on a eu une réunion avec l'architecte des bâtiments de France de Nantes à l'époque et l'architecte de la ville de Nantes. Et il y a eu tout un débat. Et finalement, après maintes discussions, on s'est mis plus ou moins d'accord sur la possibilité de pouvoir étendre ce projet. L'enjeu en fait du refus portait sur une éventuelle co-visibilité par rapport à un bâti, un hôtel particulier qui est donc, on est à Chantenay, là, enfin pas à Chantenay, pardon, à Sainte-Anne. Et donc il a fallu démontrer, enfin regarder sur place, et puis bon, on est arrivé quand même à évoluer dans le projet. Mais enfin, on a eu, oui, on a mis 8 mois pour avoir le permis, quoi. Voilà. Ce qui était un peu compliqué. Surtout pour un tout petit projet. Donc là, le fait d'avoir démonté la toiture, on voit déjà le potentiel de la vue, donc qui crée évidemment de la valeur, puisque les architectes ne sont pas que chers, ils sont aussi là pour vous apporter des solutions et valoriser vos biens. Et je peux vous dire que cette maison-là a doublé de prix depuis par rapport à la vue dont elle est enrichie. Donc là, ça a été un peu la même technique avec la même entreprise. On est parti sur un travail de charpente. Et étant donné qu'on avait un budget très serré, on est parti sur un travail architecte-entreprise. Donc il n'y a pas eu d'appel d'offres. J'ai travaillé avec un couvreur, l'entreprise Eno, Monsieur Letiec en serrurerie. Et en cours de chantier, en fait, on nous a demandé d'isoler les combles également en laine de bois. C'est ce qu'on a fait avec des petits détails comme le fait de doubler les pannes qui étaient existantes. Donc on les a moisées avec 2 autres pannes sablières pour épaissir la toiture, travailler la rive de la toiture, donc toujours répondre à la technique, mais également dans un souci de détail, de mise en œuvre et d'esthétique, pour créer en fait alors là, on ne voit pas très bien, une maison isolée par l'extérieur, donc à l'intérieur, la volige, enfin tout ce qui compose une charpente classique, c'est-à-dire une ferme, hein, ce qu'on appelle une ferme, c'est des bois composés souvent en triangle, avec des pannes, des chevrons, des voliges, donc ce qui tient la toiture. En fait, entre les deux, on a mis une certaine épaisseur d'isolant. Donc il n'y a pas de placo à l'intérieur, il n'y a pas de doublage, ce qui permet de répondre à la demande et de pouvoir proposer donc cette grande baie vitrée qui fait environ, je crois que c'était 8 mètres de long, sur pas très haut, hein, là on est à 2,10 m, avec un banc qui est structurel, qu'on voit là. Cet élément-là qu'on voit là, enfin vous ne le voyez pas beaucoup d'ailleurs, mais ça passe hyper vite. Et ce petit banc en fait permet de rattraper le poids en fait le poids de la baie vitrée. Donc on a utilisé la structure parce qu'il n'y a pas eu du tout de maçonnerie sur ce projet-là. Il a réellement été monté en 4 mois parce qu'on a eu 1 mois d'intempéries et parce qu'on est sur un chantier, donc il y a toujours des bonnes surprises. Donc on a eu une petite inondation, enfin voilà, la chose habituelle. Et
Et on a eu donc tout ce travail de structure brute, assez fin, qui a permis la réalisation en fait, et la mise en œuvre de cette baie vitrée. Donc finalement, là, c'est un espace de balcon qui fait, je crois qu'on a 1 mètre... Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ah oui. Je suis désolé, je suis vraiment pas doué là-dedans. Oui, on en était là, on va revenir. Donc, juste un petit détail, j'ai compris. Le balcon, en fait, qui est en Douglas, qui est un bois effectivement purgé d'aubier, est un bois courant dans la construction, se relève en une structure métallique qui crée un pare-vue vis-à-vis du bâtiment qui jouxte la maison et qui est beaucoup plus haut, et pour, on va dire, permettre une certaine intimité à l'intérieur du bâti. Voilà. Donc voilà la vue que ma cliente a sur Nantes, et voilà, nous, la vue que l'on a de sa maison au bas des escaliers. Voilà. Donc il y a eu tout un travail, à chaque fois, un geste, une proposition s'accompagne d'un travail de détail. Donc là, je vous parlais du pare-vue à l'instant vis-à-vis de cet ensemble. Également la boue, et ça c'est un vrai débat avec les institutions. Est-ce que l'architecture doit s'excuser? Est-ce qu'elle doit s'effacer? Est-ce qu'elle doit être revendiquée? Comment mettre en valeur le savoir-faire des entreprises pour montrer que même en architecture contemporaine, on peut arriver à montrer aux autres, parce que ça ne sert pas qu'à la cliente, mais également, effectivement, là on est en surplomb sur l'espace public. Donc comment on ferme un balcon, comment on va travailler, comment on va donner à voir aux autres, me semble des questions essentielles. Et ça fait l'objet pendant quelques mois de savoir... en gros, la mairie ne voulait surtout pas il fallait couper le balcon. Et il a fallu argumenter, montrer des dessins et par une démarche empirique, montrer que ça ne fonctionnait pas par rapport à ça. Et puis, il y a quelque chose auquel je tiens, c'est l'usage. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'architecture pour faire que de la décoration, mais que ma cliente, quand elle va laver sa vitre là, elle a besoin d'un espace de confort, de sécurité. Donc ce balcon, forcément, devait dépasser. Donc il a fallu arguer de beaucoup d'arguments pour expliquer qu'on n'insultait personne à faire ce dépassement qui était totalement réglementaire, au passage, mais qui était soumis à discussion. Voilà. Donc le résultat, c'est la conséquence de la demande, c'est-à-dire que d'un côté c'est très visible, voire même assez violent, on a l'impression d'un wagon SNCF accroché à une façade, et de l'autre, plus on s'éloigne, plus le projet disparaît, notamment de l'autre côté de la Loire. Donc elle a une vue incroyable sur tout Nantes quasiment. Ça, c'est un des reflets. Voilà. Donc là, c'est une vue sous la grue Titan, où le projet se voit, mais moi, je trouve qu'il ne départ pas du paysage, et au contraire, surtout le soir, c'est plutôt agréable de voir encore une fois cette lanterne s'éclairer. Merci.